Donc je me présente d'abord, Simon Thibault, je suis directeur au sein de la practice Modeling and Risk Life chez Adactis. Je suis accompagné par Miguel Leblond, qui est consultant senior au sein de cette même practice chez Adactis, et de Catherine Forté-Zahir, qui est manager de la gestion des risques chez Prévoir Vie, et qui nous accompagne pour cet atelier, puisque vous avez mené votre premier exercice Orsa climatique cette année. Donc l'intégration des risques de durabilité est devenue une nécessité aujourd'hui dans la gestion des risques. Et du coup, comme tout risque matériel, on a envie de l'intégrer au sein de l'exercice quantitatif Orsa, et donc de produire des scénarios en lien avec ces risques. Pour construire ces scénarios, on peut pas s'appuyer sur des techniques usuelles, parce que on est sur des risques qui sont très particuliers, qui sont beaucoup plus sur le long terme, qui sont durs à calibrer. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on dispose des deux exercices réalisés par la CPR, l'exercice pilote de 2020 et l'exercice plus récent, le stress test de 2023. Qui nous fournit une base de travail avec des premiers scénarios, des premiers jeux d'hypothèses sur lesquels on peut s'appuyer pour mener ces premiers exercices en propre dans cet exercice Orsa. Donc l'objectif de cet atelier, c'est tout d'abord de revenir sur l'exercice ACPR de l'an passé, de 2023, pour vous présenter ou vous rappeler les grands principes de l'exercice, les hypothèses qui étaient retenues. Et dans une seconde partie, de proposer une démarche de construction, de réalisation d'un scénario Orsa au sein de l'Orsa, en s'appuyant, en capitalisant au maximum sur cet exercice ACPR, et de voir comment on peut réutiliser les stress tests ACPR, qu'est-ce qui peut être adapté pour l'entreprise. J'aurais pu passer là avant, mais vous avez compris. Donc je vais laisser la parole à Miguel, qui va vous présenter la première partie sur la partie stress test ACPR. Donc, effectivement, merci Simon. Donc l'objectif de cette première partie, c'est de vous partager un retour d'expérience de l'exercice climatique ACPR qui s'est tenu en 2023 et qui s'inscrit dans la continuité du premier exercice pilote qui s'est tenu en 2020. Pour ce second exercice climatique, les objectifs de cet exercice, on peut les catégoriser en trois dimensions. Une première dimension qui est une dimension stratégique, où le souhait est de renforcer la capacité des organismes d'assurance à anticiper le changement climatique et la transition écologique, donc que ça soit dans un horizon court terme et moyen terme, et ainsi identifier de premières règles de gestion climatique. Ensuite, une seconde dimension qui est une dimension prudentielle, où l'objectif de la CPR dans cet exercice est d'accompagner et d'encourager les assureurs à intégrer les risques climatiques dans leur dispositif de gestion des risques, et notamment dans leur exercice Orsa, ce qui permet dans cette intégration d'évaluer l'impact du risque climatique sur la solvabilité. Enfin, le troisième objectif dans cette dimension, c'est également de poursuivre les réflexions sur le risque d'inassurabilité. Et enfin, la troisième dimension, c'est une dimension opérationnelle, où l'objectif dans ce second exercice, c'est également d'améliorer les outils d'analyse et les aspects méthodologiques pour intégrer ce nouveau cadre de projection climatique. Et donc finalement, cet exercice, il propose une approche quantitative de prise en compte de la durabilité dans la gestion des risques. Donc un point rapide sur le calendrier de l'exercice. Donc l'exercice climatique, il a débuté au cours du second semestre 2023 avec la livraison des premières hypothèses enfin des premiers jeux d'hypothèses. S'en est suivi ensuite une période d'échange entre la CPR et les différents participants, avec au cours de cette période une mise à jour régulière de certaines hypothèses. Ensuite, une première remise de livrables a été effectuée fin novembre 2023
qui concernait seulement les résultats des éléments d'actifs de la projection à long terme. L'objectif était, dans un premier temps, pour la CPR, d'analyser les premières règles de gestion climatique qu'avaient pu prendre les acteurs dans cette projection. Ensuite, donc, les résultats finaux ont été envoyés courant janvier 2024 et la CPR a publié son rapport d'analyse le 22 mai 2024. Dans cet exercice climatique, la CPR a proposé deux horizons de projection. Un horizon à long terme, une projection à long terme avec un horizon à 2050 et une projection à court terme avec un horizon à 5 ans. Concernant la projection à long terme, donc la CPR a proposé deux scénarios adverses, un scénario de transition ordonnée et un scénario de transition désordonnée, tous les deux basés sur des scénarios proposés par le NGFS et qui se distinguent qu'à l'actif. Donc en effet, ces deux scénarios correspondent au scénario de Below 2 Degrees et Delayed Transition publié par le NGFS en septembre 2022. Donc ces deux scénarios, ils permettent d'évaluer l'impact des risques climatiques à l'actif et au passif. Donc d'une part à l'actif au travers le risque de transition et le risque physique chronique, et au passif au travers du risque physique aigu. La différence entre ces deux scénarios, elle réside à l'actif et notamment sur la baisse sur la dévalorisation des entreprises carbonées, avec dans le scénario Below 2 Degrees une baisse de la valorisation des entreprises carbonées qui intervient dès 2025, alors que dans le scénario Delayed Transition, on observe cette baisse qu'à partir de 2040. Ensuite, concernant l'évaluation du passif, dans ces scénarios, l'évaluation de l'impact du risque chronique se base sur la trajectoire RCP 4.5 du GIEC, intégrant également une augmentation des maladies vectorielles et une dégradation de la pollution atmosphérique. Donc de plus, concernant cette projection à long terme, donc les acteurs ont pu projeter en bilan dynamique, donc c'est-à-dire que les acteurs ont pu adapter leur activité et leur bilan afin d'atténuer finalement le changement climatique. Et enfin, donc, ces deux scénarios sont comparés à un scénario de référence, dit scénario baseline, dans lequel réside l'absence de risque physique et de risque de transition, donc c'est-à-dire un scénario dans lequel l'économie ne serait pas affectée par le changement climatique. Ensuite, concernant le scénario court terme, donc la CPR a proposé un scénario adverse combinant des risques physiques extrêmes et un risque financier sévère. Donc, les 2 premières années, ça se matérialise par une succession de périls physiques aigus avec une vague de chaleur et une période de sécheresse. S'en est suivi de fortes inondations provoquant une rupture de barrages, notamment dans le sud de la France. Et ensuite, à partir de 2025, c'est là qu'intervient le choc financier. Donc, dans ce scénario court terme, à contrario de la projection à long terme, la projection est effectuée en bilan statique. Et dans le même objectif que dans le scénario long terme, ce scénario adverse est comparé à un scénario de référence qui également n'intègre pas de risque physique et de risque de transition. Donc l'objectif maintenant, c'est de vous partager quelques constats qu'on a pu établir après avoir accompagné certains acteurs en assurance de personnes pour réaliser leur exercice climatique. Donc, dans un premier temps, concernant le scénario court terme, un des principaux constats qu'on peut partager, c'est sur le choc financier. Donc en effet, dans ce scénario court terme, le choc financier qui est appliqué, c'est un choc extrême et systémique pour l'évaluation du changement climatique et qui finalement s'assimile à un scénario, un choc financier qu'on peut retrouver dans des scénarios de stress financier assez basiques qu'on retrouve dans nos scénarios Orsa. Et donc finalement, ce choc, il est important et peu différencié entre les actifs bruns et les actifs verts. Et c'est en effet ce qu'on observe sur le graphique dans ces slides, c'est que les actifs bruns sont choqués à moins 40%, tandis que les actifs verts sont choqués à moins 31%. Et donc avec ce choc, finalement, tous les acteurs sont fortement impactés, et quel que soit leur niveau de maturité dans la transition.
Donc de plus, donc avec ce choc, forcément la solvabilité est fortement impactée. Et donc c'est ce qu'on peut observer sur ce graphique où on a représenté l'impact du ratio de solvabilité dans le scénario adverse en comparaison au scénario de référence. Et donc ce qu'on observe, c'est que sur l'année 2025, en moyenne sur nos panels d'acteurs, la solvabilité a baissé de 30%, en notant qu'un des acteurs du panel a vu son ratio de solvabilité baisser de 50%. Ensuite, pour compléter sur les constats du scénario court terme, un point également sur les chocs techniques. Finalement, a posteriori, on se rend compte que les chocs techniques ont eu très peu d'impact sur le périmètre d'assurance de personnes, avec en moyenne, sur les 2 premières années, une baisse du ratio de solvabilité de seulement 3%. Cette baisse peu significative, elle peut s'expliquer par trois éléments d'explication. Le premier, c'est finalement l'amplitude des chocs qui était pas si important que ça. Le second, c'est l'existence de la franchise sur les garanties arrêt de travail qui viennent atténuer cette hausse de la sinistralité. Et enfin, le troisième point, c'est sur les prestations santé, où finalement la sécurité sociale, prenant en charge une partie de la prestation, vient également atténuer cette hausse de la sinistralité. Donc maintenant, concernant le scénario long terme, un des principaux constats qu'on souhaite partager avec vous, c'est dans un premier temps sur le choc technique. Ce qu'on a pu observer, c'est que finalement, avec cette dérive de la sinistralité, à l'horizon 2050, on observe un élément assez structurant sur les gaps de liquidité. Donc là, ce qu'on peut observer sur le graphique, c'est que les gaps de liquidité sur les scénarios de stress sont fortement diminués par rapport au scénario de référence. Et donc ça s'explique assez facilement. Finalement, avec cette dérive de la sinistralité, on a une hausse des cash flows du passif. Et concernant l'actif, eh bien, avec cette dérive de la sinistralité, l'évolution du bilan augmente moins vite que dans le scénario de référence, ce qui fait qu'on a des revenus financiers qui sont également diminués et donc qui viennent diminuer ces gaps de liquidité. Là, ce qu'on veut présenter et mettre en exergue ici, c'est que finalement, en prenant des règles de gestion climatique, on aurait pu atténuer ce phénomène. Par exemple, en augmentant les primes et également, par exemple, en mettant en place des traités de réassurance. Ensuite, le second constat concerne le choc financier, où dans ce scénario de stress, finalement, le choc financier qui a été appliqué, il est très sévère pour certains secteurs qui sont les secteurs fortement carbonés. Et donc, ce qu'on a pu observer sur ce point-là, c'est que ces secteurs sont très peu représentés dans le portefeuille d'actifs de nos assureurs. Et en effet, sur notre panel d'acteurs, par exemple, on avait 99% des actifs qui étaient choqués à seulement moins 2% et moins 1% selon le scénario de stress. Et donc finalement, ce qu'on en conclut de ce scénario sur le choc financier, eh bien, c'est que lié à cette faible exposition des acteurs au secteur carboné, on s'est retrouvé avec on a pu observer une forte résilience des acteurs à ces scénarios de stress de transition. Donc, pour conclure sur les points saillants et limites de cet exercice, déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que cet exercice climatique, c'est un exercice pertinent qui s'inscrit dans un contexte où les enjeux du changement climatique sont considérables. De plus, cet exercice climatique a permis de fournir un nouveau cadre de projection avec des hypothèses et des scénarios permettant d'enrichir les travaux d'intégration des risques climatiques dans le dispositif de gestion des risques des assureurs. Et enfin, le troisième point qu'on peut soulever, c'est que finalement cet exercice a permis ou permettra de faire le lien entre l'évaluation des risques climatiques, la projection de la trajectoire de décarbonation de l'entreprise et la modélisation de la stratégie d'investissement climatique. Donc l'ACPR a fourni donc une très bonne base sur lequel s'appuyer, notamment pour construire son scénario ORSA.
Néanmoins, on peut quand même soulever quelques limites et axes d'amélioration. Donc, le premier point concerne la maille sectorielle de l'actif, où on a pu observer que certains secteurs étaient très agrégés, et notamment le secteur financier qui n'avait pas de choc distinct et dont le risque sous-jacent est quand même très significatif, car ce secteur est fortement représenté dans l'actif des assureurs. Ensuite, le second point concerne le choc technique, avec d'une part, dans cet exercice, où finalement on a une absence de choc sur le périmètre épargne-retraite. Le second point concerne la difficulté d'implémentation des chocs techniques avec à la granularité géographique, notamment sur le périmètre prévoyance santé collective. Et enfin, le dernier point, c'est comme on l'a vu tout de suite, c'est que la hausse de la sinistralité sur le scénario court terme était peu significatif. Ensuite, le troisième point concerne le choc financier, où sur le scénario long terme, finalement, les chocs étaient peu impactants pour les assureurs, car les secteurs fortement carbonés sont très peu représentés dans l'actif des assureurs. Donc ça, c'était le point sur le scénario long terme. Et sur le scénario court terme, finalement, le choc financier qui est appliqué, il s'assimile à un choc financier dans des scénarios de stress budgétaire, et donc rend compliqué l'analyse sous l'angle climatique. Et enfin, le dernier point concerne l'aspect méthodologique, où clairement cet exercice climatique a mis en exergue la nécessité d'améliorer les outils méthodologiques pour intégrer ce nouveau cadre de projection climatique, et ainsi à terme pouvoir mettre en place, modéliser de nouvelles règles de gestion climatique, comme par exemple réallouer son portefeuille en vision sectorielle, et également la nécessité d'améliorer ces outils d'analyse. Donc voilà les constats qu'on a voulu vous partager sur ce retour d'expérience. Je vais maintenant laisser la parole à Simon et Catherine, qui vont vous partager et expliquer comment construire un scénario climatique hors ça. Merci Miguel. Donc l'objectif de cette seconde partie, c'est de vous donner une macro démarche de construction de scénarios climatiques dans l'ORSA. Et Catherine nous partagera son retour d'expérience d'une première intégration dans votre exercice ORSA chez Prévoir. Donc tout d'abord, d'un point de vue gestion des risques, qu'est-ce qu'impose la réglementation ? Donc la réglementation S2, depuis un amendement du règlement délégué en 2022, impose aux assureurs de prendre en compte les risques environnementaux et de durabilité dans la gestion des risques et de les intégrer dans l'ORSA. Donc il n'est pas encore demandé de le quantifier dans un scénario de manière obligatoire, mais en tout cas ça doit être pris en compte dans la gestion des risques. La révision 2020 de la directive et du règlement délégué S2 qui est en cours et qui devrait entrer en application probablement en 2027 va renforcer l'intégration de ces risques-là dans l'ORSA, puisqu'il va être demandé d'identifier toute exposition matérielle liée au changement climatique. Et il va être demandé, sauf à justifier que ces risques ne sont pas matériels pour l'entreprise, il va être demandé d'évaluer l'impact sur des scénarios ORSA en lien avec le changement climatique. En particulier, les IOPA demandent la réalisation d'un minima de 2 scénarios, un avec une augmentation de la température mondiale qui reste inférieure à 2 degrés, donc qui respecte les ambitions des accords de Paris, et un dont l'augmentation de la température est nettement supérieure à 2 degrés, donc là où on n'atteint pas cet objectif. À ces éléments, on peut rajouter également, c'est pas directement lié à l'ORSA, mais l'avis qu'a publié l'EIOPA au début novembre, donc très récemment, là c'était le 8 novembre de mémoire, qui fait suite au consultation paper de l'EIOPA qui avait été fait sur l'intégration des risques de durabilité. Et donc l'EIOPA préconise la prise en compte d'une majoration des risques pour le SR de spread et le SR action, une majoration de CSR pour les secteurs qui sont directement liés aux énergies fossiles. Donc ce serait une hausse du SR action, une hausse du SR de spread pour ces
pour ces émetteurs-là, avec une identification via les codes NAS. Donc ça, on ne sait pas encore si ce sera repris ou non par le régulateur, mais en tout cas, c'est la préco technique de l'EIOPA qui a été publiée récemment. Enfin, le rapport investissement responsable, donc de la loi énergie-climat, demande également de préciser l'approche risque sur ces risques émergents. Et la CPR donc, a publié en début d'année une analyse de l'ensemble des rapports qui avaient été publiés par le marché et a noté 2 points en particulier. C'est la nécessité d'approfondir la mesure des impacts financiers des risques environnementaux dans ces rapports et à noter également le faible niveau de maturité sur le suivi des engagements des plans de transition des entreprises. Donc c'est des axes d'amélioration qui sont également bien notés et attendus par le superviseur en France. Donc maintenant, pour l'intégration de ces risques dans l'ORSA, donc ce qu'on propose, c'est une démarche qui est assez classique en gestion des risques, donc qui va d'abord s'appuyer sur la partie identification et analyse de nos risques, donc avec une analyse qui se veut le plus exhaustive possible, via la construction d'une cartographie de risques, via la construction de zones de chaleur pour identifier les risques les plus matériels pour l'entreprise, et à partir de ces éléments, de définir un ou plusieurs scénarios ORSA, donc avec l'étape numéro 2 qui vise à définir donc, ce qu'on appelle le narratif du scénario ORSA, c'est l'ensemble c'est l'histoire du scénario ORSA, c'est dans quelle trajectoire on s'inscrit vis-à-vis du risque de transition, vis-à-vis des risques physiques. Et une fois qu'on a défini et donc ce narratif doit inclure les risques les plus matériels pour l'entreprise. Et une fois qu'on a défini ce narratif, on vient calibrer de manière plus micro, plus détaillée, les différentes hypothèses de choc, donc choc technique, choc financier, de ces scénarios ORSA. La dernière étape, et c'est volontaire de le mettre en dernier, c'est vraiment la mise en œuvre de ce scénario et l'adaptation des outils. Avec des problématiques qui sont propres à ces scénarios qu'on verra par la suite. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on détaille ces 4 étapes dans les parties suivantes. Je vais essayer de respecter le timing aussi pour vous laisser la possibilité de vous poser des questions à la fin. Donc tout d'abord sur la partie cartographie et analyse des risques. Donc là, c'est important d'avoir la vision la plus complète possible, donc d'avoir finalement une vision verticale de l'ensemble des risques auxquels est soumis l'entreprise pour pouvoir identifier les risques les plus matériels. Donc c'est le Materiality Assessment que préconise l'EIOPA sur ces risques-là, pour pouvoir identifier donc les risques matériels et ceux qu'on va vouloir du coup capter dans nos scénarios ORSA. Donc en assurance vie, les risques climatiques vont principalement porter sur le portefeuille de placement, donc on s'est surtout orienté sur cette partie-là, même si on parlera un petit peu des risques physiques sur le passif. Mais on peut découper ces risques en trois risques principaux. Tout d'abord le risque de transition, qui sont les impacts financiers résultant des effets de la mise en place d'un modèle économique bas carbone. Donc qu'on évalue souvent par secteur d'activité et sur lesquels donc les analyses qui peuvent être menées, donc c'est tout d'abord des analyses macro par secteur, le superviseur propose des chocs par secteur, mais aussi de recouper ça avec des analyses vraiment par émetteur, donc qui nécessitent une connaissance fine du portefeuille d'actifs en fonction des engagements et des indicateurs extra-financiers qu'on a sur ces émetteurs. Ensuite, donc les 2 risques suivants concernent le risque physique qu'on a découpé en deux sous-parties. Tout d'abord, le risque physique direct qui va plutôt toucher les actifs réels, donc les actifs immobiliers, où là, on a un risque de dégradation de la valeur d'un bien du fait de survenance de risques climatiques. Donc là, les analyses qu'on va pouvoir mener, c'est des analyses par zone géographique,
au regard des périls auxquels peuvent être soumises ces différentes zones. Et le dernier risque, beaucoup plus compliqué à appréhender et évaluer, c'est le risque physique transitif. Donc là, ça va être un risque physique indirect, donc sur la valeur du titre d'une entreprise, qui va résulter d'un risque physique qui peut survenir par exemple sur des sites de production et qui peut impacter la chaîne de valeur de cette entreprise. Donc c'est un risque très compliqué à appréhender, puisque ça nécessite vraiment une connaissance précise de l'activité de l'émetteur en question, et d'avoir une multitude de données sur par exemple tous ces sites de production, où ils se situent, quels sont les risques physiques auxquels ils sont exposés. Donc ce qu'on préconise, c'est pas d'analyser ce risque sur l'ensemble des actifs du portefeuille, mais peut-être d'identifier des émetteurs sur lesquels on est particulièrement exposé et de mettre en place des analyses plus détaillées sur ces émetteurs pour identifier si des risques importants existent sur ces émetteurs. Je laisse la parole à Catherine maintenant, qui va nous donner la vision prévoir sur cette partie analyse des risques. En fait, ce sont les évolutions réglementaires qui ont été présentées, qui nous ont décidé, à réaliser notre premier exercice de prise en compte des risques de durabilité dans l'ORSA. Prévoir, on est une société d'assurance de personnes, donc on ne couvre pas l'IARD, qui est le risque où il y a les impacts les plus importants dans le cas d'événements catastrophes naturelles. Le portefeuille passif de prévoir couvre l'épargne retraite, la vie entière, la prévoyance, la dépendance et la santé. Notre portefeuille actif est un petit peu atypique parce qu'on a autant d'immobilier que d'actions. Par rapport à ce qui est plus sur la place. Donc pour l'analyse des risques du portefeuille des valeurs mobilières, actions et obligations, on est reparti de 2 méthodes issues du régulateur pour classer une valeur mobilière soit en actif brun, soit en actif vert. La première méthode proposée par l'EIOPA dans le cadre des QRT, risques climatiques, qui sont apparus depuis 1 ou 2 ans, où l'EIOPA propose une correspondance entre les codes NAS et les codes CPRS, les codes, disons, les émetteurs concernés par la politique climatique. La deuxième méthode qu'on a prise, c'est la méthode proposée par la CPR dans le cadre du scénario court terme, qui repose sur les secteurs GICS. C'est aussi une table de correspondance entre les codes NAS et les secteurs GICS, qui sont à peu près une dizaine de secteurs. Les secteurs GICS, c'est une norme un peu utilisée dans le monde de la finance. Ces 2 approches sont assez simples, donc c'est l'avantage, mais finalement elles sont un petit peu trop binaires. L'actif est soit vert, soit brun. Donc il n'y a pas les nuances dont pouvait parler Miguel tout à l'heure. Donc on a souhaité croiser ces deux analyses avec une analyse en interne avec notre société de asset management qui eux ont fait une analyse plus sectorielle et ligne à ligne, ce qui a permis d'aboutir à une liste de nos actifs exposés au risque climatique plus juste et plus finalement en lien, qui tient compte d'informations plus détaillées sur nos émetteurs, sur nos lignes. On a fait aussi le constat finalement, suite à ça, de l'écart important qu'il peut y avoir entre les 2 premières méthodes et cette analyse finale, cette liste finale d'actifs risqués.
Ce qui est quand même important du fait que l'EIOPA est en train d'essayer de revoir les chocs actions et spread, comme tu as pu en parler, Simon. Pour l'analyse du portefeuille immobilier, on s'est aussi inspiré du QRT climatique sur l'axe risque physique, l'exposition au risque physique. Et donc, via le site Géorisque, le site gouvernemental Géorisque, qui répertorie l'ensemble des risques naturels et technologiques sur le territoire français, on a réalisé une carte où on a situé nos immeubles et dont les immeubles exposés à un risque climatique. Et donc les types de risques sur le site Géorisque, vous retrouvez l'inondation, les tempêtes, la grêle, mais également le risque nucléaire, et puis mouvement de terrain, etc. Donc, voilà. Ensuite, sur le portefeuille passif, on a interrogé la direction technique pour identifier les segments les plus à risque, notamment les risques longs sans révision tarifaire, comme par exemple la vie entière sur le risque décès ou l'incapacité invalidité sur l'emprunteur. Alors pour l'emprunteur, justement, avec les franchises et la sélection médicale, on a considéré ce risque non matériel, finalement. Et le risque santé, bien sûr, qui est très impacté par les événements climatiques, mais qui est maîtrisé via la revalorisation tarifaire annuelle, comme tu as pu en parler, Miguel. Donc voilà sur les risques, les premières analyses qu'on a faites sur les différents risques. Merci Catherine. Donc l'idée c'est de s'appuyer en fait sur ce matériau, sur cette analyse de risque, donc, je le répète, qui se veut la plus exhaustive possible, pour pouvoir ensuite identifier les scénarios les plus à risque pour l'entreprise et définir à partir de là la trajectoire climatique du scénario Orsa. Donc quel est l'objectif donc c'est ce qu'on appelle le narratif, c'est vraiment la description de cette trajectoire, ce qui inclut son horizon de projection, la trajectoire en termes de transition, c'est-à-dire sur quelle trajectoire climatique on se situe vis-à-vis des ambitions des accords de Paris, et les survenances des risques physiques. Donc l'idée de ce narratif, c'est d'être concret finalement, de parler aux dirigeants, à l'ensemble des parties prenantes de l'exercice Orsa, aux directions métiers également, pour donner une vision réaliste et cohérente de l'histoire qu'on va raconter dans ce scénario Orsa. Donc ce qu'on préconise, c'est de rester sur quelque chose d'assez simple, d'assez accessible, pour pouvoir en fait se servir de ce narratif comme d'un outil pour acculturer l'ensemble de l'entreprise à ces nouveaux risques, ce qui est souvent une difficulté pour les directions des risques, c'est d'arriver à créer de l'échange sur ces risques-là, à prendre conscience en tout cas qu'il faut les prendre en compte dans les travaux, dans les analyses de risque. Donc les points clés à définir, c'est l'horizon de projection. Est-ce qu'on fait un scénario court terme, typiquement sur 5 ans comme les horizons Orsa classiques, ou est-ce qu'on va sur un horizon beaucoup plus long? Tout dépend des risques qu'on veut évaluer. Donc sur les risques de transition, j'en ai parlé, sur quel type de trajectoire on se situe. Est-ce qu'on est sur une transition ordonnée qui vise à atteindre de la meilleure manière possible la cible des 2 degrés? Est-ce qu'on est sur une transition retardée, donc avec un choc brutal sur les marchés financiers? Et sur la partie risque physique, quels vont être les effets sur le climat,
quel impact sur mon portefeuille de passifs, quel impact sur mes actifs immobiliers, par exemple, ou sur d'autres types d'actifs. Un autre aspect qui peut être pris en compte dans ce narratif, c'est la stratégie de transition de la société, c'est-à-dire qu'on peut vouloir mesurer un risque de non-atteinte du plan de transition de la société. Donc on s'est donné des cibles en termes, par exemple, d'empreinte carbone du portefeuille ou d'exclusion de certains secteurs. Qu'est-ce qui se passe si on ne l'atteint pas, pour donner des sensibilités au management sur ces éléments-là. Pour nous, finalement, pour ce premier exercice, on a préféré rester sur un narratif simple, de place, là, en prenant le scénario court terme ACPR, en s'inspirant, on va dire, du scénario court terme ACPR, parce que le plus important pour ce premier exercice, j'entends, c'est plus la démarche et les analyses qualitatives de l'exposition de nos portefeuilles passifs et actifs qui ont été importants, plus que le résultat finalement des chocs. Voilà. Donc sur ce narratif, juste un petit point sur les scénarios ACPR que Miguel a présenté. Sur les scénarios long terme, donc ce qui est intéressant de noter, c'est que les scénarios long terme proposés par la CPR sont bien des scénarios qui visent à mesurer les risques de transition. C'est-à-dire que les deux scénarios proposés par la CPR s'accordent sur un respect des accords de Paris. Ce qui diverge, c'est la manière d'y arriver. On est sur la courbe verte, on est sur une transition retardée où finalement on réagit plus tard, mais on atteint bien la même cible. Donc ces scénarios, ils ne permettent pas en tout cas pas de manière directe, de construire un scénario de hausse des températures nettement supérieures à 2 degrés, comme le demande l'EIOPA, comme on l'a vu au début de cette partie. Donc si on souhaite construire un scénario de ce type-là, on peut quand même capitaliser sur la partie sur ces scénarios ACPR en reprenant certaines des hypothèses, par exemple sur le début de projection du scénario en vert, mais on ne peut pas les reprendre telles quelles. Donc une fois qu'on a défini le narratif du scénario, l'enjeu suivant va être de calibrer précisément le stress qu'on veut appliquer, donc à la fois sur le volet financier et le volet technique. Donc là, la chance qu'on a, c'est de disposer des hypothèses des scénarios ACPR, qu'on peut du coup réutiliser pour calibrer ces stress, parce que sur ces risques-là, c'est contrairement aux autres analyses de risque qu'on mène habituellement et aux autres calibrages qu'on peut faire pour les scénarios hors ça, une approche basée sur un historique ne fonctionnera pas, puisqu'on veut mesurer des risques inédits sur lesquels l'analyse du passé suffira pas. Donc ce qu'on préconise, c'est de reprendre finalement les hypothèses des scénarios ACPR, mais en gardant un regard critique sur ces hypothèses-là, puisqu'on a vu qu'il y a pas mal de limites aussi qui peuvent être revues dans les scénarios ACPR, et de les ajuster en fonction du narratif qu'on a retenu, en fonction des analyses et de la connaissance qu'on a de notre activité, pour construire finalement des hypothèses adaptées au scénario. Par exemple, pour le calibrage du choc action, donc comme je disais, on est parti des chocs, les chocs du scénario court terme sont vraiment très forts et très peu différenciés. Donc on s'est posé la question, est-ce que c'est adapté à notre portefeuille ? Finalement, on a regardé les échelles de choc qu'il peut y avoir sur les scénarios long terme, qui sont plus différenciés par d'autres regroupements de codes NAS. Ça permet de faire le constat qu'on a que les actifs très risqués ne sont pas présents dans notre portefeuille, et du coup d'ajuster le choc moyen plus en cohérence avec notre portefeuille. Pour les risques techniques, c'est le risque d'essai du segment vie entière qu'on avait retenu.
Pour ça, on a regardé un peu la répartition de nos assurés par département pour après le comparer avec une carte des zones risquées, des zones à risque lors de canicules, donc toujours par département. Ça a permis de voir que la concentration de nos assurés ne sont pas dans les zones à risque. Et on a décidé de prendre le choc du scénario court terme ACPR qui, comme disait Miguel tout à l'heure, n'est pas non plus un choc très très fort, quoi. Donc ça, c'est deux exemples sur le calibrage. Ce qui est intéressant, c'est que pour calibrer ces hypothèses, on peut aussi, quand bien même on a décidé de partir sur comme vous, sur un scénario court terme, c'est intéressant aussi de regarder les hypothèses des scénarios long terme qui peuvent être sur lesquels on peut s'appuyer, parce que finalement le début du scénario long terme, c'est des hypothèses qu'on peut prendre pour ce scénario court terme, et du coup de s'appuyer sur les éléments qui sont présents dans les deux trajectoires. Oui, je voulais ajouter aussi que on peut y avoir des incohérences, qui nous apparaissent comme des incohérences, le fait que le même émetteur peut être considéré brun sur un choc action et vert sur un choc de spread. Donc on peut aussi ajuster en conséquence quand ça nous semble incohérent. Enfin, la dernière étape, c'est la mise en œuvre, c'est l'application vraiment de ce scénario et l'adaptation des outils. Donc déjà dans les modèles de projection, il y a deux enjeux clés avec la création d'un scénario Orsa. Le premier, c'est l'horizon de projection, puisqu'on va vouloir évaluer des scénarios à long terme. Donc il faut être en capacité de projeter des ratios de solvabilité sur un horizon de 30 ou 50 ans. Ça, c'est un enjeu important pour les modèles en assurance vie, surtout quand on a des calculs stochastiques. Et la deuxième difficulté, c'est la granularité. En particulier à l'actif, on va vouloir faire des projections en gardant la finesse secteur d'activité pour voir comment évolue l'allocation d'actifs par secteur d'activité. Et être capable après d'appliquer nos chocs relatifs au risque de transition qu'on a calibrés à cette granularité. On peut aussi vouloir piloter cette allocation d'actifs par secteur d'activité sur notre projection Orsa pour pouvoir tenir compte des plans de transition de l'entreprise, et faire des sensibilités typiquement en diminuant le poids de certains secteurs d'activité. Ça peut être également intéressant d'avoir une notion de zone géographique, donc au passif, pour de la même manière évaluer les risques et cette granularité, et éventuellement à l'actif, en particulier sur le risque immobilier, toujours pour la même raison, pour pouvoir appliquer finement ces risques et évaluer le risque de manière prospective. Ce qui nous semble important, c'est par contre de bien traiter la dimension adaptation des outils de manière indépendante de la production d'un scénario Orsa, en fait, de ne pas se bloquer, parce qu'aujourd'hui les outils ne sont pas adaptés, ne pas se bloquer pour la production d'un scénario. Donc de se laisser la liberté, en tout cas pour les premiers exercices, d'appliquer les simplifications. Typiquement, si on a calibré un choc par secteur d'activité et qu'on n'a pas cette maille-là dans notre modèle de projection, de calculer un choc moyen pondéré par le mix par secteur d'activité et de l'appliquer à chaque pas de projection Orsa. Mais du coup, de ne pas se dire je ne peux pas produire mon scénario Orsa parce que je n'ai pas mon modèle qui est adapté. Donc de bien gérer ça en deux temps, de se dire à court terme, je fais un premier scénario Orsa, mais sur un horizon plus moyen terme, j'enclenche des travaux d'adaptation de ces outils, parce que ces exercices climatiques, on s'attend à ce qu'ils deviennent de plus en plus récurrents, qu'ils deviennent imposés aussi par les superviseurs, que ce soit la CPR ou les IOPA qui a annoncé aussi souhaiter en faire un.
et d'être du coup en capacité aussi demain de piloter l'activité au prisme de ces risques-là. Quelque chose ? Vas-y. Sur la conclusion. Vas-y. Ouais. Donc en fait, pour nous, on a voulu prendre ce premier exercice plutôt comme une opportunité plutôt qu'une contrainte, pour pouvoir avoir un éclairage différent sur nos risques et sensibiliser les instances de gouvernance aux risques de durabilité. On a d'ailleurs présenté récemment là, au comité des risques où on a eu un retour très positif. Ils étaient très intéressés par les résultats. Le but aussi, c'était d'échanger au sein de Prévoir avec des services qui travaillent également sur les risques de durabilité, comme le service immobilier, comme les investissements. Et en lien avec les reportings ESG ou avec la loi climat et les reportings extra-financiers. Et ça nous permet de réfléchir aussi sur la pertinence d'enrichir les données, telles que Simon le disait, d'intégrer les CSP, les départements, ou avoir une segmentation plus juste sur nos actifs, pour réaliser dans un second temps des chocs plus fins, on va dire, dans nos scénarios. Effectivement, oui, je pense que la vertu de se lancer dans ce premier exercice, c'est pas le résultat qu'on va sortir, l'impact sur le ratio de solvabilité, c'est X points, mais c'est vraiment toute la démarche qu'on va initier. Et je pense que c'est vraiment le rôle de la direction des risques de venir coordonner les travaux en lien avec ces risques de durabilité. Donc à la fois avec la partie investissement qui travaille sur ces risques généralement depuis un certain temps pour analyser le risque de transition sur chaque émetteur qu'on a en portefeuille, définir des politiques en lien avec ces risques. Avec les directions métiers sur la partie technique, donc l'actuariat ou la direction technique, pour avoir une analyse nouvelle du portefeuille d'actifs. Donc typiquement, regarder la répartition des contrats en portefeuille par zone géographique. Ça peut mettre en lumière des zones de concentration qui n'auraient pas été vues sinon. Et donc de commencer finalement à mettre en place ces nouveaux suivis des risques et à les rendre récurrents si on considère que c'est nécessaire, et petit à petit finalement à améliorer sa connaissance sur ces sujets, ce qui se fera de manière itérative. On l'a vu au début, cette démarche elle est vraiment itérative. On fait un premier exercice, on ne se donne pas forcément une ambition très élevée sur la première fois, mais ça permet d'alimenter l'exercice de l'année suivante. Et petit à petit, l'exercice ORSA de l'année N, il alimente la cartographie des risques de l'année N+1, et donc l'ORSA suivant, et ainsi de suite. Donc voilà, et donc le but c'est vraiment de se parler entre les métiers, entre la direction des risques et de s'alimenter l'un de l'autre. On a un petit peu débordé, en même temps on a commencé en retard. Je ne sais pas si vous avez des questions. On peut prendre 2 minutes pour... Oui, bonjour. Oui, j'avais une question. Ça vient de l'actualité récente. C'est les inondations en Espagne, 200 morts. Plus de 200 morts. Donc, est-ce que vous prévoyez d'ores et déjà d'intégrer des risques d'essai accrus sur les portefeuilles en conséquence? Parce que nous aussi, on a la zone Cévenol où il pourrait y avoir des catastrophes du même type. Alors, je ne sais pas côté prévoir si c'est des choses que vous avez regardées sur votre portefeuille. Je pense. Pour l'instant, non. Mais bon, c'est vrai que c'est assez récent, et pour l'instant, voilà, on va voir on va réfléchir à ce qu'on pourra faire pour le prochain ORSA, etc. Mais voilà, c'est évident que l'actualité, disons, oriente aussi ce qu'on veut faire comme choc.
effectivement, ça peut donner un nouveau regard sur le portefeuille là, tel qu'il a été regardé initialement. C'était plutôt des risques type vague de chaleur, ou dans les scénarios ACPR, pollution, maladie vectorielle. Mais effectivement, les risques climatiques, ça ne touche pas que du yard, ça peut aussi créer du risque sur des risques d'essai, d'arrêt de travail. Donc ça peut être un nouveau prisme intéressant à regarder également. Il y a d'autres questions? Quand vous parlez de risque physique et de maille géographique, on parle de quelle taille de maille à peu près? Et est-ce que c'est quelque chose que vous voulez améliorer dans le futur, ou est-ce que pour l'instant c'est une granularité qui vous convient? Oui, je pense. Là, quand je parlais de risque physique sur l'immobilier, c'est vraiment avec le site Géorisque, on met directement l'adresse de l'immeuble, donc c'est vraiment avec l'adresse de l'immeuble, et on nous indique quel risque il y a à cet endroit précis. Donc on ne peut pas faire plus détaillé. C'est vraiment très intéressant, les résultats. C'est vraiment une vision autre du parc immobilier auquel on ne s'attend pas spécialement. Donc après, au niveau du passif, du portefeuille passif, là on a regardé au niveau des effets de la canicule par département, ce qui est déjà assez fin. Mais finalement, il a fallu qu'on fasse des choix aussi sur les analyses. On est une petite équipe, on n'a pas le temps d'aller tout regarder, donc on a fait certains choix. Il faut voir aussi la capacité qu'on a à récupérer les informations sur notre portefeuille et réussir à les comparer avec une base qu'on récupère de l'INSEE ou autre sur des éléments comparables. Donc tout ça, c'est un travail de réflexion. C'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse d'abord aux choix et aux risques qu'on pense les plus intéressants à regarder. Et parfois, on peut se retrouver avec finalement un risque non matériel alors qu'on s'attendait à ce qu'il le soit. Voilà. Ok, merci. Typiquement, sur le risque immobilier, le site Géorisque permet d'évaluer assez finement un risque de crue de la Seine si on a de l'immobilier concentré sur Paris. Et du coup, 2 immeubles à Paris, en fonction de leur positionnement, ça permet de vraiment avoir une analyse fine sur ces types de risques. On va s'arrêter là. Alors, merci à tous pour votre attention. Merci. Et bonne journée. Merci.